important dans ces moments de rencontre et de débat qu'il y ait des gens d'un certain âge, puis aussi des générations futures. Vous avez entendu une œuvre, Julien va nous en parler, ce premier vers de la Marseillaise. Et puis après, nous aurons donc une rencontre, débat, une première partie entre vous trois, j'allais dire, et puis après, questions-réponses avec le public. Donc, Rokhaya Diallo, qui nous fait le plaisir d'être à Bretigny aujourd'hui, et puis Miguel Benassayag, et donc c'est Romain Pomedio de Synapse TV et de l'Université populaire de Saint-Michel qui animera le débat. Et je laisse tout de suite la parole à Julien, qui nous explique un petit peu cette Marseillaise dont vous avez entendu quelques mesures, toujours la même d'ailleurs. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes donc au Centre d'art contemporain de Bretigny, où du coup on a trouvé que c'était assez agréable, sympathique de commencer par cette pièce. Cette pièce qui donc du coup joue pendant 1 heure de manière ininterrompue le premier verset de la Marseillaise. C'est une pièce de Santiago Sierra, et si j'arrive à mettre mes lunettes, je vais vous en lire juste pour faire très court le texte qui avait été écrit lorsqu'elle a été produite en mars 2004, donc ça fait près de 10 ans. Et après, je vous laisserai le débat commencer, très simplement. Donc voilà, à l'époque, le Centre d'art, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Santiago Sierra, mais à l'époque, le Centre d'art proposait à cet artiste espagnol qui vivait au Mexique sa première exposition en France monographique. Donc, rapidement, l'artiste espagnol est installé au Mexique depuis 1998. Donc oui, vous aurez compris que c'était écrit en 2004. Il a contribué à faire reconnaître la scène artistique de ce pays, donc le Mexique. Son œuvre est emblématique de la situation sud-américaine, du contexte économique et social d'un pays du sous-continent, selon la terminologie commerciale américaine. Le déplacement volontaire de son lieu de résidence et de son contexte de travail, le radicalisme avec lequel il emploie les modes de production et d'échange économique propres aux pays d'Amérique latine, marquent l'ensemble de son œuvre et créeront la polémique sur la légitimité de sa présence au pavillon espagnol de la Biennale de Venise en 2003. Nationalité, déplacement, frontières, patrie, échange économique sont des sujets récurrents de ces expositions. À chaque invitation, Sierra propose une œuvre qui offre une lecture du contexte national, social et économique dans lequel elle se réalise. À Mexico, il tatoue une ligne verticale sur le dos d'une personne en échange de $50. Aux États-Unis, à New York, en plein recount electoral, c'était à l'époque Gore Bush, il fait bâtir un mur qui partage l'espace d'exposition en deux et derrière lequel une personne est présente, rémunérée pour une durée continue de 360 heures. En Autriche, à Vienne, il aligne face à une simèse de la Kunsthalle 30 travailleurs en relation avec la couleur de leur peau. En Angleterre, à Londres, il rétribue une personne membre d'une organisation chrétienne pour qu'elle reste face à un angle de la Lisson Gallery. Et pour son premier projet d'exposition en France, donc à Bretigny, il a réalisé 2 œuvres. Celle que vous avez entendue, je l'ai lancée à 17h35, histoire qu'on ait la fin. Et pour information, donc, cette pièce avait été présentée lors d'un concert et elle avait été enregistrée. C'est un orchestre local qui avait joué en continu pendant 1 heure le premier verset de la Marseillaise. Pour finir, Sierra introduit dans l'ensemble des paramètres de son œuvre des contenus économiques, politiques ou sociaux. Il parasite la création de ses formes, des questions morales et éthiques ou religieuses. Mais si on prend le temps de considérer l'ensemble de son œuvre, son travail apparaît alors comme une des plus fortes contributions à la définition de la sculpture contemporaine. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Bien, apparemment, il n'y a qu'un micro, mais on va se... Non, il y en a 2. Ah, non, pardon. Je pensais qu'il savait chaud, avait un des deux. Non, mais je crois qu'il ne fonctionne pas celui-ci. C'est pas grave, on va se débrouiller avec eux. Très bien. Alors, nous allons commencer cette rencontre, cette conférence,
Déjà, je vous remercie de votre présence. Très souvent, on est happé par les nouvelles technologies, on prend peu le temps d'aller voir le visu, les réalités de ce monde. Nous avons la chance d'avoir parmi nous deux personnalités qui ont des particularités, des histoires de vie assez originales. Vous allez découvrir et vous pourrez, dans un deuxième temps, vous adresser à eux directement. Alors, à ma droite, Rokhaya. Rokhaya qui est une militante, qui est beaucoup intervenue sur les thèmes de l'égalité, du racisme, qui a été chroniqueuse sur Canal+. Elle intervient toujours sur RTL. Elle a en ce moment récemment réalisé un document « Comment parler du racisme aux enfants ». Alors, je vais le dire, ça sera peut-être plus simple. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle, le dernier livre que j'ai écrit s'appelle Comment parler du racisme aux enfants. Il est aux éditions de Baron Percher, et je viens de réaliser un documentaire qui s'appelle Les Marches de la Liberté, qui est passé sur France O ce jeudi, qui est encore en replay sur Plus, pour ceux qui voudraient voir. Voilà, Rokhaya intervient beaucoup sur les luttes, sur les préjugés ethno-raciaux. Donc, dans un deuxième temps, elle pourra préciser cette spécificité. À ma gauche, Miguel Benassayag, né à Buenos Aires, il y a bien longtemps qu'il intervient dans les débats, il a une grande habitude de communication réelle. Il a fait partie d'un groupe sur une réflexion autour de la refondation. Il intervient aussi, récemment, une publication sur Fabriquer le vivant. Philosophe, psychanalyste, il a cette particularité, c'est une personne qui a réellement vécu, que ce soit à Buenos Aires, qui a mené des combats, qui a subi des sévices d'emprisonnement, donc il mesure très bien ce que veut dire un investissement et la réalité d'un combat dans une vie. Alors peut-être la première question, parce qu'on va traiter de cette interrogation, qui suis-je? Comment appréhender sa propre représentation de soi, sachant que nous sommes tous baignés dans la subjectivité. On est obligé de trouver des repères, savoir avec ce que notre conscient veut bien percevoir de notre inconscient, prendre des éléments et se donner une identité. Alors peut-être je vais commencer par vous, Rokhaya. Qu'est-ce que l'idée qui suis-je, quels sont les terrains qui vous semblent importants d'investir? C'est le terrain qui est lié évidemment à la manière dont nous sommes perçus. Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé sur les questions de racisme, de préjugés ethno-raciaux. J'ai fondé une association qui s'appelle Les Indivisibles, dont l'objectif était de déconstruire les préjugés ethno-raciaux et de présupposer en fait de l'appartenance identitaire d'une personne en fonction de son apparence, son patronyme, ou de ce qu'on peut entendre à travers sa voix ou un éventuel accent. Donc évidemment, cette question du qui suis-je, pour moi, si je dois m'exprimer à titre personnel, elle s'est exprimée dès lors qu'on a projeté sur moi ce qu'on imaginait qu'étaient les gens noirs. Je suis née à Paris, je suis française, et j'ai réalisé à un certain âge que beaucoup de personnes ne considéraient pas que les gens comme moi pouvaient être des Français à part entière. Et lorsque j'ai été exposée à des questions sur ma provenance, sachant que je venais de Paris, j'ai compris en fait que ce qui se posait derrière la question n'était pas tant de savoir d'où je venais réellement, mais de savoir pourquoi j'étais noire. Et ce que signifiait pour les gens le fait d'être noire dépassait largement ce que j'étais réellement. Donc j'ai commencé à m'interroger sur ça, parce que je me suis bien rendu compte qu'au-delà de ce que je pouvais dire, parce que si on se base sur des choses très très objectives, à savoir par exemple mon accent qui est très très parisien, l'interrogation n'est pas nécessaire. On voit en tout cas on entend, c'est ce qu'on m'a dit souvent, que j'ai un accent parisien plutôt prononcé. Donc on voit bien que la définition est liée aussi à une perception. Et j'ai envie de vous le dire, une citation de James Baldwin, l'écrivain afro-américain, qui écrivait au siècle dernier, à l'époque où les Afro-Américains luttaient pour leurs droits, et qui a vécu très très longtemps à Paris, quelque chose qui me semble très très juste. Il dit « Je ne suis pas un nègre, je suis un homme, mais si vous croyez que je suis un nègre, c'est parce que vous en avez besoin. Si je ne suis pas le nègre ici, et si vous l'avez inventé, c'est vous les Blancs qui avez inventé le nègre.
alors il faut que vous trouviez pourquoi. Et c'est pour moi, dans cette phrase, il y a vraiment la définition de la manière dont on nous impose une identité pour des raisons souvent politiques, parce que le racisme existe pour des raisons politiques, c'est un système de justification d'un système de domination. Donc voilà, moi la question de l'identité, c'est une question que je me pose en ces termes. Je pense qu'elle s'exprime de la même manière pour la question du genre. On a beaucoup de débats en ce moment autour de ça. Je crois que nous avons tous une seule identité qui est composée d'appartenances multiples. Et ces appartenances vont prendre une force particulière en fonction du contexte. C'est-à-dire que quand on est une femme, et quand on est dans un contexte majoritairement masculin, la féminité va ressortir de manière prégnante parce qu'on sera dans un environnement, cette caractéristique sera minoritaire. De même, quand on est noir et qu'on est au milieu d'un groupe de blancs, on se sent noir, soit parce qu'on est interrogé et vu comme noir, soit parce que voilà, on est visible au regard de ces critères raciaux. Donc je crois qu'on a des appartenances qui sont réelles ou latentes et qui vont s'imposer en fonction des contextes. Et il y a des contextes, par exemple, d'oppression qui vont nous obliger, par exemple, à affirmer une identité qui est maltraitée, qui est méprisée. Je pense, par exemple, au courant afro-américain, Black is Beautiful des années 70, où des Afro-Américains ont investi la coiffure afro pour justement montrer que le fait d'être noir n'était pas une honte. Et ce sont des choses qu'on peut voir aussi aujourd'hui chez des jeunes français musulmans qui vont porter un foulard, exprimer de manière très très visible leur islamité, dans un contexte où le fait d'être musulman aujourd'hui en France n'est pas une qualité. En tout cas, aujourd'hui, dans les discours politiques qu'on entend, c'est pas considéré comme étant un avantage ou une qualité. Donc voilà, c'est pas vraiment une réponse, mais c'est quelques pistes de... Ça broche déjà les champs de questions et d'investigation. Miguel, je m'adresse donc aux psychanalystes, aux philosophes. Je reviens à cette question de l'intuition de soi, comment articuler une représentation de soi, une identité. Oui, mais pour les étrangers, il n'y a pas de micro. Ah. Bon, bonsoir. Non, je rebondis sur quelque chose que tu as dit pour revenir. Il s'avère qu'effectivement, quand j'étais en Argentine, à un moment donné, la résistance contre la dictature, les Black Panthers, ils nous ont demandé de les entraîner. Donc je pensais à ça quand tu disais ça. Alors c'était un épisode, comme ça, je reviens très, très rapidement, parce qu'ils nous ont expliqué quelque chose de très important, la question de l'esthétique dans la résistance contre les visions dominatrices, non? C'est-à-dire le fait de l'esthétique. L'esthétique chez les femmes, dans le mouvement femmes, comme dans le mouvement Black Panthers, non? Black Power, était une arme de lutte très importante, parce que, excuse-moi, Black is Beautiful, c'était quelque chose que même pour les enfants noirs, c'était pas évident, parce que White is Beautiful, non? Et alors, ils nous racontaient par exemple des trucs très drôles, c'est-à-dire que quand ils allaient voir les films de Tarzan, etc., les mômes blacks, ils s'identifiaient avec Tarzan blanc, pas avec ces noirs-là des tribus, n'est-ce pas? Et alors, comment il a fallu changer l'esthétique, non? Le rôle de l'esthétique dans l'appartenance, tout ça, c'est bon, voilà. Bon, avec les Black Panthers, avec les filles aussi, il y a eu quelque chose d'une pratique que beaucoup de groupes femmes faisaient, qui, vous savez, comme il y a cette histoire la femme se finit parce qu'elle n'a pas de pénis, non? C'est-à-dire, voilà, c'est celle qui n'a pas. Et alors donc, il y a eu une pratique qui consistait tout bêtement, dans les groupes femmes, à mettre une glace devant le sexe et dire, voilà, connaître leur propre sexe. Alors ça semble peut-être un peu bizarre, dit comme ça, mais c'était nécessaire qu'à un moment donné, dire non, nous on n'est pas celles qui manquons, nous ce sont celles qui avons ces sexes comme ça. Et donc cette histoire de le regard, l'esthétique, les formes, c'est toujours très important. Alors la petite histoire avec le Black Panther, c'est pas du tout la question que tu me posais, mais bon, voilà. C'est que donc ils ont demandé à la guérilla guévariste, ils nous ont demandé aux Argentins de les entraîner parce qu'ils voulaient faire la rose-meuse aux États-Unis. On a dit bon, d'accord, on va vous entraîner. Et ils débarquent à Buenos Aires. Une vingtaine de blacks magnifiques de 2 mètres d'eau. Et en Argentine, il y a des bronzés comme moi, un peu plus, mais 20 blacks magnifiques, en équipe de basket, je sais pas quoi. C'était impossible de circuler avec eux à Buenos Aires parce que la clandestinité c'était déjà trop déliré, c'est-à-dire les gens les demandaient des autographes, c'était sûr que c'était des sportifs ou des acteurs.
Et alors on les a menés dans une île, on les a foutus dans une île, dans un delta qu'il y a, et bon, on les a pris un tout petit peu à tirer, on s'est rendu compte que quand étaient les Américains, ils tiraient mieux que nous, on était un peu gênés. Hein. Et après, on parlait de Jimi Hendrix, on parlait comme ça d'autres choses, mais bon, c'était notre expérience avec les Black Panthers. Et surtout cette question de l'identité qui nous a beaucoup appris, non, à nous, par rapport à l'image. Alors, par rapport à l'identité, dire deux mots, quand même, pour répondre à ta question. La question de l'identité est une question qui aujourd'hui se pose, à chaque fois, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'identité est quelque chose de multiple. Tout à coup, on est femme, on est homme, on est blanc, on est noir, on est musulman, on est juif, on est catholique, ça dépend du contexte. Vous voyez, c'est-à-dire, en Centrafrique aujourd'hui, des gens sont chrétiens ou musulmans d'une façon très exacerbée, par exemple, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'identité, effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas en soi, c'est quelque chose qui émerge dans un contexte. Hein? C'est-à-dire, vous n'êtes pas noir, blanc, jaune, juif, ou je ne sais pas quoi, dans n'importe quel contexte. Vous êtes tenu quelque part à adhérer à une de ces dimensions-là, dépend des contextes. Et le problème, c'est quand on vous oblige effectivement à n'être que cette étiquette-là. Bon, alors, deux choses. Aujourd'hui, on est dans une époque dans laquelle le futur fait peur, tout fait peur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on est passé d'un monde de la promesse, de l'utopie, on est passé à un monde dans lequel les moins de 30 ans n'ont jamais connu ce monde-là, de la promesse, qu'on disait le futur sera merveilleux. Ils ne connaissent que les mondes dans lesquels on n'arrête pas de nous dire le futur sera une horreur totale. Et en permanence on dit ça, non? En permanence on dit le futur sera une horreur totale, il n'y aura pas pour tout le monde. Donc on voit se dessiner des lignes différentes par rapport à l'identité, qui sont des lignes qui ne sont pas tout à fait des couleurs ou des religions, sont des lignes qui définissent un nouvel apartheid qui est les winners et les losers, non? Les gagnants et les perdants. Hein? Et alors donc il y a une sorte de truc un peu bizarre dans lequel on naturalise le fait d'être gagnant ou perdant. Vous voyez? Et ça c'est un truc très important. Vous verrez que dans les nouveaux apartheid qui se développe cette histoire-là de que les gens sont naturellement gagnants ou perdants. Alors vous dites, mais à quoi on reconnaît un gagnant ou un perdant? Ne vous en faites pas. Du moment que cette distribution-là existe, il y aura une esthétique qui va définir les gagnants, une esthétique qui va définir les perdants, et ils vont se taper dessus sans aucun problème. Moi, je travaille beaucoup dans la recherche en biologie, alors je vous raconte juste un petit truc là-dessus. Une expérience que vous pouvez faire chez vous, mais c'est un peu cruel, mais bon, hein. Vous prenez des petits poissons rouges, vous avez des petits poissons rouges tout banal, vous prenez, mettons, 18, pour que ce soit un nombre pair. Ils vivent là ensemble, voilà, ils s'entendent bien entre eux, ils dialoguent, tout ça. Et tout d'un coup, vous mettez, boum, au milieu, un vitre transparent. Et vous laissez la moitié de chaque côté. Vous laissez pendant 10 jours, et au bout de 10 jours, vous soulevez la vitre et il se bouffe la gueule. Vous voyez? Il se bouffe la gueule. C'est-à-dire qu'il y a une création d'unité, vous voyez, il y a une création d'unité et une création de l'autre, une production de l'autre. Alors, dans notre époque, effectivement, être soi et ne pas être l'autre est quelque chose de très anxiolytique, vous voyez, c'est-à-dire c'est très tranquillisant. Parce qu'on a tellement peur de tout, peur du chômage, peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de la pollution, peur de son propre corps, parce que mon corps peut me trahir. Alors donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui soit le coupable. Hein? Il faut des boucs émissaires, n'est-ce pas? Et alors donc, l'identité aujourd'hui, il y a ces deux registres. Un, on est dans une époque dans laquelle l'identité sent très mauvais. Et deux, on est dans une époque dans laquelle, qui suis-je? La réponse est, je suis de moins en moins. Parce qu'on existe de moins en moins. Happé par le monde de l'économicisme et le monde de la peur, on existe de moins en moins. Alors je dis une phrase là-dessus, après on peut revenir si vous le souhaitez. La vérité, c'est que nous travaillons dans la recherche aujourd'hui par rapport à cette transformation, pas que sociologique, mais anthropologique, et même y compris neurologique, neurophysiologique, psychologique, etc.,
qui fait que dès l'individu, de la personne, on est en train de passer à un autre mode d'existence qui est les profils. Vous voyez? C'est-à-dire, le profil est tout un chacun de nous pris dans les statistiques quantitatives. Or, on nous informe de l'extérieur qui on est. Tu es de la tribu Nike, tu es celui qui aime patatim patatin, tu es celui qui a... Vous voyez, c'est-à-dire les profils qui utilisent cette besoin d'exhibitionnisme comme ça, de Facebook, etc. Les profils et chacun de nous en train de devenir non plus une personne, mais quelque chose de vide défini par l'extérieur, par les statistiques. Donc bon, voilà, c'est juste une... Comme j'étais un peu long. Très bien, mais je crois que j'aurais une question, mais on va répartir pour que vos réactions. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Peut-être que je peux, sans réagir directement à tout ce que vous avez dit, mais juste continuer sur la question d'Internet et peut-être justement des identités qui sont relatives à Internet. Je travaille en ce moment sur un documentaire sur la liberté d'expression sur Internet, donc c'est une question qui m'intéresse particulièrement, où effectivement on a un climat politique où j'ai l'impression que nos politiques ont plutôt loupé le virage Internet et ont un discours qui est hostile et qui manque plutôt de nuances. Et dernièrement, lors de la conférence de presse de François Hollande, on a entendu dire qu'il voulait lutter contre l'anonymat sur Internet, comme si l'anonymat en soi posait problème et comme si l'écran créait toutes ces intolérances, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie. Ce sont des structures de pensée qui existent en dehors d'Internet. Et la question de l'anonymat, évidemment, c'est une question qui est ambivalente et je peux en parler. Oui, je crois que vous avez eu une expérience très particulière d'agression via Internet. Voilà, j'ai pu vous défendre. Voilà, je suis très présente sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. J'aime bien lancer des débats, je suis assez dans l'interaction. Et je reçois régulièrement des commentaires plus ou moins désagréables, mais voilà, auxquels je réponds ou non. J'ai reçu une menace au mois de juin dernier qui était en fait un appel au viol. Et devant ça, en fait, j'ai décidé de saisir la justice tout simplement. J'ai consulté mon avocat. Twitter, évidemment, n'a pas voulu livrer les coordonnées de la personne. Donc c'est la justice qui a contraint Twitter à révéler l'identité de la personne, qui a comparu devant la justice. J'ai eu beaucoup de chance parce que tout allait très vite. Le procès a eu lieu en décembre. Il a été condamné en janvier à une amende, à un versement de dommages-intérêts. Mais ce que je trouve intéressant dans la question que ça pose, c'est que malgré tout, je suis contente que Twitter n'ait pas livré les coordonnées de la personne, parce que Twitter reste une entreprise privée, et à mes yeux, le rôle de Twitter, c'est pas de faire justice et de déterminer la légalité ou non de propos. Ce qui est important, c'est que Twitter ait répondu aux réquisitions judiciaires. Et la question de l'anonymat, c'est une question qui est extrêmement sensible, parce que dans mon cas, je pourrais être la première à dire qu'il ne faudrait pas que les gens puissent s'exprimer derrière des pseudonymes et derrière des avatars. Mais l'anonymat peut conférer une forme de protection dans des contextes politiques d'oppression, puisqu'elle permet, on a pu voir en Iran, on a pu voir, peut-être le voir actuellement aussi en Russie, elle permet à des je suis peut-être moins bien placée d'ailleurs que Miguel Benassec pour en parler, puisque je n'ai jamais participé à aucun mouvement de résistance. Mais l'anonymat dans ces cas-là est capital. C'est un outil de survie, c'est un outil de combat politique qui est essentiel. Et si on le lève au nom d'une conception restrictive de la liberté d'expression, c'est un véritable danger. Donc il faut savoir avoir un discours nuancé. Et ce qui est intéressant dans Internet, c'est ce que disait un sociologue que j'ai interviewé pour documentaire, c'est que l'existence des réseaux sociaux a libéré les conditions de la prise de parole en public. Autrefois, les gens qui s'exprimaient, c'était les gens finalement qui avaient accès à une certaine instruction, qui avaient accès aux colonnes des grands quotidiens, du Monde, de Libération, pour écrire des tribunes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer sur un profil Facebook, participer à des débats sur Twitter, interpeller des gens connus qui parfois répondent. Il y a une vraie démocratisation de la prise de parole grâce à ces réseaux sociaux, grâce au blog. Et finalement, pour moi, c'est quelque chose de très heureux, et qui comporte nécessairement des désagréments. Et ces désagréments, ce sont effectivement les injures qui peuvent accompagner ça, parfois les menaces. Mais je crois que l'anonymat sur Internet est une illusion. Je pense que les États-Unis nous l'ont montré avec le scandale de la NSA. Si vous proférez une menace terroriste sur Internet, je pense qu'on vous retrouve dans la seconde. Donc on est dans une illusion par rapport à ça qui est intéressante. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi de voir, si on reste sur la question du qui suis-je et de l'identité, comment on peut s'inventer
une identité pour pouvoir s'exprimer, comment on peut finalement derrière un masque s'autoriser à prendre des positions qu'on ne ferait pas forcément dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que je suis assez circonspecte par rapport au discours que peuvent avoir nos politiques, qui sont pour moi très, très hostiles à Internet, alors que ça devrait être un outil et qu'on ne devrait pas prôner la tombée de l'anonymat à tout prix. Miguel, est-ce que cette utilisation des nouvelles technologies vont interférer, modifier la quête du qui suis-je? Et autre question, ce besoin d'identité, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est une pathologie que l'on doit dépasser? C'est tout à la fois. Bien entendu que les nouvelles technologies modifient le rapport à soi, à la culture et modifient le monde. Simplement, je pense qu'on peut être ni technophobe ni technophile, c'est-à-dire il faut juste accepter la réalité. Et la réalité, c'est que nous, en biologie, par exemple, on considère qu'on est en train de vivre un pivot évolutionnaire. Un pivot évolutionnaire, ça veut dire que, effectivement, ce n'est pas des petits changements périphériques, hein. C'est-à-dire que ce qui est en train de s'échanger, et moi je le travaille au niveau de la neurophysiologie, un peu ailleurs, mais c'est-à-dire qu'il y a des vrais changements dans la culture et dans l'homme, et dans les rapports de l'homme à ces circuits de fonctionnement internes, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas la technologie, il ne faut jamais prendre la technologie comme quelque chose dans lequel l'homme reste toujours égal à lui-même, et il y a des techniques dont il se sert, vous voyez. Il y a une phrase de Marx, je précise que c'est quelqu'un de peu connu, Karl, parce que généralement on connaît Groucho Marx, là c'est un certain Karl Marx, qui était connu il y a quelques temps, il écrit « Dans la production sociale de son existence, l'homme s'est produit lui-même. » C'est-à-dire que dans ce que l'homme produit, il y a un rapport que lui, il appelle dans sa philosophie dialectique, n'est-ce pas, où effectivement il y a une boucle de rétroaction dans laquelle je ne modifie pas le monde sans me modifier, n'est-ce pas. Moi, ce que j'étudie en tant que chercheur, c'est ces modifications des coévolutions. Alors, effectivement, c'est-à-dire pour aujourd'hui, l'identité doit compter avec ces facteurs-là, qui est facteur de dimension virtuelle, un rapport très particulier au monde. Par exemple, les changements sont tellement profonds que des petits... Par exemple, quand j'ai écrit un bouquin sur les téléphones portables, j'ai travaillé dans une petite recherche sur les GPS, mais c'est reste que... Vous voyez, parce que quand on travaille sur l'intelligence artificielle, la robotique très profonde, les gens, vite fait, pensent que c'est la science-fiction. Mais dans des petits appareils, il s'avère par exemple que quelqu'un qui conduit avec des GPS, un nouveau conducteur, qui conduit avec des GPS, et au bout de 3 ans, les noyaux sous-corticaux qui s'occupent des repères spatio-temporels sont atrophiés. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'il y a, je ne vais pas vous emmerder trop, non? Mais un tout petit peu juste, il y a des circuits cérébraux sous-corticaux qui s'occupent de produire des cartographies du terrain. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous produisez une cartographie. C'est-à-dire que je me repère par une infinité de repères dont la plupart ne sont pas conscients. Bon. Alors tous ces repères-là sont des spatio-temporaux, spatial et temporels, ouais. Et donc je me repère. Si je suis dans un truc dans lequel il me dit droite, gauche, tout droit, droite, gauche, qui t'es trompé, connard. Bon, ça dépend des GPS, il y en a qui sont un peu plus vulgaires que d'autres, non? Et alors, demi-tour, il dit, bon voilà. Et alors, il s'avère qu'au bout des 3 ans, les nouveaux conducteurs, n'est-ce pas? Au bout des 3 ans, les mecs et les nanas, pour être très paritaire, et il développe des symptômes de dyslexie artificiellement provoqués, vous comprenez? C'est-à-dire que, bref, ils ne reconnaissent plus la droite de la gauche, ils se paument pour aller pisser le soir, vous voyez, chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y a... Bon, donc, ça c'est quand même un tout petit peu regrettable. Mais les changements, il ne faut pas les prendre comme seulement regrettables.
Ce qui est intéressant dans ce que je vous dis là, c'est pas du tout pour dire la technique, attention à la technique, c'est pas du tout mes propos. Ce que je veux dire, c'est qu'il suffit de voir à ce niveau-là les changements, vous voyez, à un niveau tout à fait banal. Voyez, et pour voir que les changements de la technique tellement puissants ne laissent pas l'homme en tant qu'être humain, ne laissent pas l'espèce humaine en changer. Vous comprenez, il y a des changements très profonds. Alors effectivement, la question de l'identité va se poser, ça va se poser de façon différente, mais c'est ni mieux ni pire. Moi, ce que je dis en tant que chercheur, en tant qu'homme engagé, c'est ni mieux ni pire. Simplement, il faudra voir dans cette nouvelle disposition-là par où va la liberté et par où va la soumission. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, je pense qu'il ne faut pas pleurnicher bêtement contre la réalité. La réalité, il faut accepter, c'est la donne. Et après, une fois que la donne est là, il faut dire de quel côté va la liberté et la justice et de quel côté va l'oppression. Donc, avec la technique, c'est la même question. Ce n'est pas la technique oui ou pas. Avec la technique, c'est de dire quelles pratiques et quels modes d'utilisation de la technique sont liberticides et quels modes peuvent permettre une invention, une création de nouvelles subjectivités, de nouveaux espaces de liberté. Et les deux sont réels. Alors je vous conseille d'aller du côté de l'oppression, bien sûr. Cette question d'identité, dans vos démarches, vous avez fait un livre pour les enfants. Est-ce que les enfants ont une représentation particulière et quelle est la différence? Vous l'écrivez en direction des enfants. Quelles sont les modifications, les clarifications que vous devez mener? Alors, le livre que j'ai écrit, c'est comment parler du racisme aux enfants. Donc, ça commence à 5 ans, et enfin, il y a plusieurs groupes de questions, donc de 5 à 13 ans, avec des réponses différentes, évidemment, en fonction des groupes d'âge. Et ben, ce qui me semble important de dire par rapport à la question spécifique du racisme, c'est que c'est pas quelque chose d'individuel, ni de... Parce qu'en France, c'est vrai qu'on parle beaucoup du racisme comme quelque chose qui est de l'ordre de l'opinion individuelle, avec une lecture un peu morale où on se dit le racisme, ce sont des gens qui sont bêtes ou qui sont méchants. En fait, le racisme, c'est un système d'oppression politique. C'est vraiment ce qu'il faut rappeler, qui est important, qui a été créé pour justifier des dominations relatives à l'esclavage, à la colonisation. Donc, on n'est pas naturellement raciste. On est naturellement ethnocentrique, c'est-à-dire qu'on considère que soi et son groupe sont des référents humains. D'ailleurs, il y a plein de groupes d'hommes dont le nom dans les langues concernées signifie homme ou humain. Donc ça, c'est quelque chose qui est structurellement humain. Mais il n'y a pas forcément une notion de supériorité, ni un caractère définitif. Dans le racisme, la différence, c'est qu'il y a vraiment une conception véritablement politique, avec une justification théorique, c'est-à-dire que ce qui a amené de nouveau le racisme moderne, qui est arrivé avec les invasions des Européens sur le continent américain, puis après qui sont perpétués par l'esclavage et les différentes colonisations, c'est la justification politique, c'est-à-dire qu'on a commencé par justifier ces oppressions par une relecture de la Bible, des justifications religieuses, où effectivement on a créé une malédiction qui s'appelle la malédiction de Cam, où en fait on considère que Cam, qui est un descendant de Noé, est un être qui a été maudit, et sa malédiction s'est exprimée dans le fait que sa descendance est devenue noire. Et donc, à ce moment-là, les responsables religieux ont dit que les Noirs étaient noirs parce qu'ils étaient maudits, et de ce fait, ils étaient esclaves parce que, quelque part, ils payaient les forfaits de leurs ancêtres. Donc on a vraiment une justification religieuse au départ, qui est ensuite venue, quand l'influence de la religion a baissé dans la société, a été supplantée par la justification scientifique. Donc on a des gens, à commencer par Emmanuel Kant, qui a été, on en a parlé tout à l'heure, et puis d'autres, après des gens qui étaient plus des scientifiques, ont commencé à élaborer des théories raciales, expliquant que tel et tel groupe était plus ou moins inférieur, supérieur, etc., avec vraiment une typologie extrêmement précise. Donc quand on voit ce contexte-là, ce passé-là du racisme et de l'élaboration extrêmement intellectuelle, parce que souvent on dit le racisme ce sont les gens qui sont bêtes, alors qu'on voit très bien que ce sont des intellectuels qui sont à l'origine des théories racistes, que par exemple le code noir en France, qui est le code, c'est un code de droit des biens, pour ceux qui ont fréquenté par exemple la fac de droit, c'est un code de droit qui expliquait en fait que les noirs étaient des biens meubles, et donc qui expliquait tout ce qui était associé aux noirs, etc. Et c'est un code qui a été rédigé par Colbert dont la statue trône à l'entrée de l'Assemblée nationale.
Voilà, ce sont des gens qui étaient des gens quand même assez brillants, et c'est important de rappeler que ce sont vraiment des productions intellectuelles. Et de ce fait, pour en revenir à la question, le racisme ne vient pas naturellement à la naissance. Généralement, enfin, il arrive très très souvent que les enfants ne fassent pas les différences dans les couleurs de peau, et que quand ils commencent à les mentionner, ça vient généralement de leur environnement adulte, familial, médiatique ou à l'école. Mais souvent, les enfants tout petits vont pas forcément voir que leur camarade est noir, ou vont dire c'est mon cas, quand on leur dit qu'ils sont noirs, on leur dit non, je suis marron, enfin, ils comprennent pas en fait ce que ça signifie, parce que les enfants, ils sont quand même, sur des questions comme ça, peuvent se montrer assez rationnels, et c'est vrai que les couleurs, telles qu'indiquées, quand on dit quelqu'un est noir, personne n'est noir. Personne n'est noir. Le noir, c'est une couleur. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait cette couleur-là, par exemple. Donc, de la même manière que personne n'est vraiment blanc. Ce sont des dénominations qui ont été créées dans l'idée d'installer une forme de binarité. Et parmi les gens qui sont blancs, il y a des gens qui sont... Enfin, je veux dire qu'on ne comprend pas très bien, par exemple, pourquoi de part et d'autre de la Méditerranée, certains vont être considérés comme blancs et d'autres vont être pas blancs, donc des Arabes, etc. Et ça n'a rien d'objectif, parce que si on regarde les gens, il n'y a pas vraiment de différence qui permet de distinguer tous les Portugais de tous les Algériens. Donc voilà, on voit bien qu'on est dans des choses qui sont pas du tout objectives. Et les enfants, en fait, finalement, finissent par embrasser ce genre d'appréciation vraiment en relation avec ce qu'on leur inculque, ce que leur inculquent les gens adultes. Moi, j'ai une anecdote que me racontait une amie qui est enseignante en école maternelle. Une fois, un enfant avait été bousculé par un autre enfant et il était venu la voir en pleurant et disant camarade qui le bouscule, elle dit mais qui est-ce qui t'a bousculé? Elle lui dit, le petit lui dit, il va avoir 4 ans, lui dit c'est le noir. Alors elle commence à se dire mon Dieu, qu'est-ce qu'il me raconte? Et elle cherche le noir en fait, et finalement elle lui désigne un autre camarade qui avait un blouson noir, mais qui n'était absolument pas noir. Donc ça montre bien que voilà, les désignations sont liées, que le racisme en fait est culturel. Je pense vraiment que c'est ce qu'il faut, comme le sexisme d'ailleurs. Ce sont des choses qui sont culturelles, qui sont inculquées par un apprentissage. On apprend à être raciste, on ne l'est pas naturellement. Je crois que Miguel l'évoquait, nous sommes un peu le fruit de nos rapports sociaux, la société nous construit, notre identité n'est pas innée, mais elle s'articule autour de notre vécu, de nos rencontres. Et la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'il y a quand même une entité spécifique aux sapiens? Je m'explique, certains anthropologues ou ethnologues pensent que des sociétés au-delà d'un certain nombre commence à se déstructurer et que l'équilibre mental semble aussi en péril. Est-ce qu'il y a une essence spécifique à l'humain? C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, pour le meilleur équilibre de son identité, le contexte social, le contexte économique le mieux adapté, ou non, en fait, cette mutation dont tu parles, le cerveau s'adapte, le cerveau se modifie en fonction de sa réalité sociale. Est-ce que ça nous conduit dans des sociétés qui peuvent quand même surmonter cette monstruosité économique, qu'elle soit aussi de l'équilibre de protection de l'environnement, enfin toute cette déstructuration que l'on vit? Est-ce qu'elle peut être surmontée dans une évolution possible? Au fait, on ne sait pas. En fait, là où on parle, on ne sait pas comment est-ce que, par rapport à des équilibres écologiques, par rapport aux désertifications, les prochaines guerres seront peut-être des guerres pour l'eau, c'est-à-dire... c'est une nature humaine qui semble émerger où elle est totalement impliquée dans les rapports sociaux, au-delà de... C'est-à-dire, ce qu'il y a de nature humaine, disons en particulier, c'est le fait qu'il n'y a pas de société qui ne soit pas autorégulée par une intégration du négatif, disons. C'est-à-dire qu'une société dans laquelle on dit tout est possible et plus, même si c'est plus de santé, plus d'années de vie, tous les plus qu'ils nous promettent, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'une société ne peut pas vivre sans des mécanismes d'autorégulation, dont un, c'est qu'il faut bien crever à un moment donné, que les maladies ne sont pas que des trucs à éliminer, et que d'ailleurs ne sont pas éliminables parce qu'il y a un déplacement donc de l'écosystème, bon, etc. Donc oui, la constante humaine, mais qui est une constante presque organique, mais que la culture aussi là, et des mécanismes d'autorégulation. Notre société est une société
qui développe une puissance énorme. Cette puissance donne de nouveaux possibles et elle se pose la question où sont les limites. Alors la question de où sont les limites est la question centrale de notre époque. C'est pourquoi les jeunes vont trouver dans les salles de prière quelqu'un qui leur dit attention, il y a des limites. Les gens plus faibles psychologiquement vont trouver ça dans les sectes, d'autres vont trouver ça dans des positions racistes, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin inhérent à toute société humaine, bien entendu, mais qui est quand même une invariante organique qui se manifeste comme ça chez les humains, qui est le besoin d'une autorégulation. Alors là-dessus, effectivement, le développement de la puissance, qui est seulement comparable à la Renaissance, par exemple. La différence, c'est que la modernité, l'Occident, il est émergé en quelques siècles. Il a pris 5-6 siècles pour émerger, donc les nouvelles puissances ont été intégrées, n'est-ce pas? Là, ici, la puissance et la technique, elle est très forte, les modifications qu'elle occasionne sont très rapides, donc on ne sait pas. Ce que je voulais revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est chez l'Esquimau. Et d'abord, tu as tout à fait raison, mais tu le sais certainement que, d'un point de vue anthropologique, toutes les civilisations appellent leur être homme, dans le sens d'être humain. Toutes. C'est-à-dire, chez nous, les Mapuches, Mapu, ça veut dire homme. Hein, c'est-à-dire que mais tous, toutes les civilisations étaient à tout à fait raison. Là, il y a une invariante, effectivement, parce que dans la question du racisme, on dit mais quelle est l'invariante? C'est tout pur bluff, c'est tout pure invention des intellectuels organiques au service du pouvoir. Ou qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est pas possible de vendre n'importe quelle salade aux gens. Il faut que la salade accroche sur une réalité. Donc la réalité est la réalité de que toute société a, comme les petits poissons rouges, a ces reflets de nous on est, vous voyez, nous on est des vrais poissons rouges, les autres deviennent de la nourriture, vous comprenez? L'autre devient de tout autre. Simplement que l'exemple des poissons rouges est intéressant parce que ça montre qu'il n'y a aucune possibilité de perception d'une vraie différence. Il n'existe pas une vraie différence sur laquelle cette invariante se fixe. C'est-à-dire que pour un monde de Bobo, non, aujourd'hui dans le 11e, 12e arrondissement de Paris, mettons, pour un monde Bobo, dans une joyeuse alcargarderie Bobo, que l'autre est noir, alors là, c'est impossible de le percevoir. C'est impossible de le percevoir. En revanche, il va lui casser la gueule sans aucun problème, il est très content à la garderie d'à côté. Blanc, noir ou vert, vous comprenez? Mais il y a donc une invariante dont les intellectuels, les théoriciens du racisme, du sexisme vont se servir. Et alors, là, il y avait deux petites anecdotes. Moi, je raconte des anecdotes comme ça, voilà. Vous levez la main quand vous en avez marre. J'avais une voisine qui était Front National à l'époque où le Front National faisait scandale. Maintenant, moi-même, je dois dire, j'adhère au Front National depuis quelques temps parce que quand même Marine a raison. Non, bon, avant que le Front National devienne comme ça banalisé, on disait que c'était la voisine du Front National, n'est-ce pas? Alors j'ai fait, je sais pas, un jour j'avais envie de faire un petit coup de pied dans l'escalier, vous voyez, question de dialoguer politiquement. Et alors un jour, il y avait une pharmacie qui était tenue par deux Vietnamiennes, non? Et un jour, elle sort de la pharmacie, c'est qui était ma femme à l'époque, et elle me dit, tu sais qu'est-ce qu'elle disait? Elle est sortie de la pharmacie en disant, ces juifs de merde, je ne peux pas les supporter. Et alors, ma femme, elle était tellement surprise, elle dit, mais madame, ils ne sont pas juifs comme vietnamiens, ils doivent être bouddhistes. C'est des juifs! Parce que pour elle, caca voulait dire juif, vous voyez? Donc, elle voyait, chez toute personne qu'elle détestait, elle voyait ces traits-là. Vous voyez? Et si vous comprenez un tout petit peu ce que je vous dis, il n'y a aucun trait qui permet de... Voilà. Et alors, l'exemple maximum, je ne sais pas si c'est le maximum parce que dans la connerie, excuse-moi, parce que c'est vrai qu'ils sont des intellectuels qui font le racisme, mais quand même sont des cons, les racistes. Et alors, dans la connerie, il n'y a pas de limite. Au Japon, il y a une littérature antisémite énorme. Mais énorme. Dans toutes les librairies, vous trouvez des littératures antisémites. Sauf que, petit détail, au Japon, il n'y a pas de juifs, mis à part l'ambassadeur d'Israël. Oui. Donc, il n'y a même pas besoin que l'autre soit là. Vous comprenez?
Ce sont des mécanismes comme ça, des constructions de l'autre. Et là où, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est par rapport à la construction, c'est-à-dire que, vous savez, c'est le rapport que Michel Foucault établit entre savoir et pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit, Michel Foucault? Il explique que tout rapport de pouvoir, toute structure de pouvoir, va construire des savoirs qui le légitiment. Vous comprenez? Donc, il y a quelques années, moi j'ai commencé à étudier la médecine juste après que la femme venait d'avoir le même cerveau que l'homme, juste après. Mais ceux qui avaient étudié la médecine avant moi, ils avaient une autre neurophysiologie, vous voyez? Donc, et l'école de psychiatrie de Marseille, comme par hasard, à l'époque de la guerre de libération algérienne, ils avaient trouvé que les cerveaux des Algériens n'étaient pas tout à fait... Vous voyez? Donc, chaque pouvoir construit les savoirs qui les légitiment. Mais bien entendu, sur des invariantes. Ce n'est jamais qu'imaginaire. On va passer aux questions. Monsieur, attendez, prenez le micro. Bah, il faut le lui donner. Attends. C'est pas très professionnel. Non, La technique. L'imitation. Non, je voulais juste vous demander, mais est-ce que c'est pas la même chose pour vous? Pour moi, Oui. quelle chose. Que ce soit votre présupposé qui vous fasse trouver que le cerveau est aussi comme ça. Ah ben, bien entendu, moi, les recherches que j'ai faites d'un point de vue de la neurophysiologie sont des recherches absolument limitées par les données de l'époque. Alors après, j'essaye de ne pas construire ce qu'on appelle des simulacres dans la recherche. Un simulacre veut dire quand la conclusion ordonne l'expérience. Alors donc, quand les conclusions auxquelles j'arrive ont un peu une odeur un peu trop déjà vue, je les interroge. Mais la science n'est pas identifiable à aucune conclusion. La science est une pratique dans laquelle tout est réfutable, dans laquelle toute hypothèse est réfutable. C'est-à-dire qu'aucune conclusion est scientifique, y compris la théorie de la relativité générale. Aucune conclusion est scientifique. Toute conclusion fait partie d'une démarche qu'elle n'est scientifique que si l'hypothèse peut être réfutable. Parce qu'à l'heure actuelle, bon, j'ai lu sur la neuroscience qu'un enfant battu et bon, en bas âge avait une partie du cerveau atrophiée qui faisait qu'il était incapable d'empathie. Hein, si bon, que quelqu'un qui est trop longtemps au pouvoir, qui est réélu une fois, deux fois, trois fois, il prend une partie de son cerveau, hypertrophie, l'envie de... Par rapport aux neurosciences, ce qui se passe, c'est que ça fait très peu de temps, ça fait 25 ans aujourd'hui, que pour la première fois, grâce à l'imagerie médicale, nous pouvons voir les cerveaux fonctionner de façon vivante. Avant, ce n'était pas possible. Avant, tout ce qu'on avait, c'était l'électroencéphalogramme qui était un truc très vague, comme ça. Et sinon, on regardait le cerveau toujours mort. Avec quoi on est arrivé très loin. Broca, il a défini les aires quand même, donc on est arrivé très loin. Mais depuis 25 ans, on voit le cerveau fonctionner. Et alors, donc, toutes les hypothèses fusent. Toutes. Et donc, il y a des trucs très fantaisistes comme ça. Alors, tout ce qu'on lit sur les neurosciences, les neuromédiateurs, que sans l'ocytocine on ne peut pas tomber amoureux ou être fidèle. Bon, bref, je pense que par rapport à toute grande avancée scientifique, il faut un peu raison garder, quoi. C'est-à-dire, juste pour étayer, le principe de la science, si on remet en question, on considère que c'est scientifique. À partir du moment où on énonce une vérité,
on sort du champ de la science, et là, c'est du dogme. On peut y croire ou non, mais le principe de la science est bien connaître. Nous sommes dans la subjectivité permanente. On essaie de trouver du sens, et c'est pas... On vérifie, et puis on peut se dire, et on se dira certainement, en fait, ce n'est pas ce qu'on imaginait. L'hypothèse permanente, pas la subjectivité permanente. Oui, l'hypothèse, mais c'est pour moi même l'hypothèse la plus pointue et qui évoquait la relativité, même la physique quantique nous démontre que la matière n'est pas du tout ce que l'on imaginait et que tout est comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions? Profitez-en. Ah, Robert. Sauf que la vulgarisation scientifique est à un autre niveau et présente très souvent comme dogme ou comme conclusion ce qui n'est qu'une hypothèse. Et alors, à ce moment-là, les gens qui lisent ce genre de littérature se trouvent avec des préjugés. Bon. Oui, mais je vais vous donner un exemple de simulacre. Simulacre, donc en science, simulacre s'appelle quand la conclusion que je ordonne l'expérience. C'est-à-dire que je sais où je dois arriver, je m'arrange pour arriver. Bon. Un exemple, c'est ce que Dawkins, un généticien américain, a développé comme les gènes égoïstes. Et aussi les pères de la théorie de la mémétique, pour ceux qui en ont parlé. Il s'avère que lui, il trouve que, il étudie la génétique, il trouve que les gènes sont égoïstes et que les gènes suivent leur propre chemin et qu'ils s'en foutent des autres, et que c'est-à-dire que simplement encore un organisme est un porteur de gènes et que les gènes utilisent. Bref, quand vous lisez la théorie de Dawkins, vous voyez que c'est très étonnant parce que les gènes sont des néolibéraux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils se comportent tout à fait d'accord au néolibéralisme. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on brûle Dawkins. Ça veut dire qu'on lit Dawkins et à la fois on voit que le mec, il est trop intoxiqué dans sa tête par l'air du temps et que nous, vous voyez, donc la question c'est raison garder par rapport à ces choses-là. Alors après, c'est vrai que la vulgarisation scientifique sort des annonces, je ne sais pas, nous on avait calculé que tous les 6 mois, on avait créé une cellule vivante. Ça fait un tas de cellules vivantes. Bon, pour le moment, on a créé, mais pas une bactérie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bon. Mais donc il faut faire attention avec les grandes annonces, parce que c'est vrai, c'est-à-dire les principes de réfutabilité et les principes scientifiques par excellence. Il n'existe pas de science, il existe des pratiques scientifiques dans la mesure où on est dans l'hypothèse et la réfutation de l'hypothèse. On va revenir au débat sur cette question d'identité. Il y a une réponse qu'on n'a pas trop eue, c'est la question: cette identité est-elle un danger? Est-ce que ça nous conduit? Moi, je suis à chaque fois écœuré, époustouflé de voir à quel point le sapiens que nous sommes, à partir d'une identité, est prêt. Alors quand je vois des images de pogrom, quand je vois les images que l'on voit actuellement sur les lynchages qu'il peut y avoir, comment cette perte d'empathie, cette violence qui peut s'exprimer, et on le voit au cours de l'histoire, est-ce que cette identité est une des responsabilités? Est-ce que ce besoin d'identification profond favorise cette pathologie? Pour moi, c'est une pathologie épouvantable qui existe encore au XXe siècle. Est-ce qu'elle est nourrie par ce besoin d'identité? Moi, je pense que ce n'est pas l'identité en soi qui pose question, c'est un contexte politique qui va donner du sens à des identités qui parfois n'existaient pas. C'est vrai que par exemple aujourd'hui on parle beaucoup de Rome, c'est un mot qui n'était familier de personne il y a 10 ans, en tout cas très peu de personnes l'employaient. Donc on voit bien qu'on peut, je ne dis pas qu'évidemment, l'international romani considère qu'il y a un peuple rome depuis, il y a vraiment une nomenclature officielle de désignation des populations d'origine rome, mais dans le débat public ce mot-là a fait son entrée de manière très très récente.
Et en même temps, il y a une hostilité envers les gens qui sont roms, considérés comme roms, qui est extrêmement importante. Donc on voit bien que cette hostilité a été orientée par un certain nombre de discours politiques des deux gouvernements qui sont succédés, que ce soit sous la droite de Nicolas Sarkozy ou sous la gauche de François Hollande, des discours qui vont dans le même sens, dans un sens de rejet et d'hostilité. Et ça permet de braquer une colère qui existe de toutes les façons, mais de la braquer et de l'orienter vers des gens qui vont faire office de bouc émissaire. Donc je ne crois pas du tout que l'identité soit problématique. Soit problématique en soi. Donc effectivement, on a évoqué la question de Dieudonné, donc ce qui m'a été soufflé en même temps. Il y a énormément de choses à dire sur Dieudonné, sur quelque part, pour moi, ce qui a été à l'œuvre, alors sur un plan strictement juridique, je suis favorable à ce qu'on poursuive les personnes qui profèrent des propos racistes dès lors qu'ils les ont proférés. Et le fait de vouloir d'envisager d'interdire un spectacle qui n'a pas eu, enfin, un spectacle qui n'a pas eu lieu ou des propos n'ont pas été proférés me semble problématique sur le plan des libertés publiques. Puis ça pose d'autres questions. Il y a des personnes qui s'expriment dans la sphère publique aujourd'hui, qui ont été condamnées. Je pense à par exemple Éric Zemmour, qui s'exprime régulièrement sur des grands médias. Il a été condamné par la justice pour des propos racistes. Est-ce qu'on doit lui interdire l'accès à la parole publique ou non? Ça pose des questions qui sont beaucoup plus vastes. Est-ce que quelque part les personnes qui profèrent de la haine sont beaucoup plus nombreuses que celles qui sont les plus excessives? Et dans la propagation des idées de haine, il y a la question de la répétition et de l'exposition. Quand on a un ministre de l'Intérieur qui nous explique que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer, on a une parole d'autorité, une parole de la République qui va quelque part accréditer des propos qui étaient laissés en dehors de la visibilité publique. Donc la responsabilité des politiques, voilà, quelle est la légitimité d'une personne qui profère ce type de propos à se porter, à se poser comme étant le pourfendeur du racisme. C'est la même personne qui, il y a quelques années, se promenant dans sa ville d'Evry, en voyant une brocante où les brocanteurs étaient majoritairement arabes et noirs, dit belle image de la ville, est-ce que tu peux mettre plus de blanc, plus de white, etc. C'est Manuel Valls. Donc est-ce que cette personne-là est légitime pour aller derrière dire qu'il faut combattre le racisme dans la République? Ça pose énormément. La question pour moi de Dieudonné pose énormément de questions sur les formes d'expression raciste qui sont autorisées. C'est-à-dire que moi j'ai le sentiment que beaucoup de personnes expriment des préjugés, mais pas seulement racistes, homophobes, sexistes, de manière très très quotidienne et très récurrente dans les instances politiques, dans les instances médiatiques, sans que ça n'ait de conséquences. Je pense par exemple, on a eu un débat sur Frédéric Tadei que j'ai trouvé très intéressant. L'idée que beaucoup de personnes l'ont considéré comme étant responsable de l'ascension de Dieudonné parce qu'il l'avait invité. Il l'avait invité sur son plateau, de même qu'il avait invité Alain Soral. Et assez bizarrement, je n'ai entendu personne le critiquer sur le fait qu'il avait aussi invité quelqu'un comme Richard Millet, qui sur le plateau a dit ah, les mosquées, je ne supporte plus les mosquées. Quand je prends le RER, il n'y a que des Noirs et des Arabes, et je trouve ça insupportable. Et moi, je n'ai pas entendu de critique sur cette invitation-là. Je crois que Tadei faisait son travail en invitant des gens qui profèrent des propos tout à fait détestables pour ceux qui les trouvent détestables, dès lors qu'il y avait une contradiction. Et son travail, c'est d'assurer justement, ça ne sert à rien de reposer pour couvercle sur des propos qu'on ne veut pas entendre. Ces propos-là, de toutes les façons, qui ne s'expriment pas là, ils s'exprimeront dans les urnes. Et le meilleur moyen de les combattre, c'est de les entendre. Mais après, une fois qu'on les a entendus, la responsabilité, c'est est-ce qu'on a envie de donner de la visibilité à ce type de propos? Si on donne de la visibilité, comment on l'encadre? Comment on assure une contradiction? Donc pour moi, la question de données, c'est davantage la question de quels propos on veut entendre, comment on les contredit, comment on les encadre, quel est le rôle de la loi, est-ce qu'on anticipe parce que la procédure, moi, qui a eu lieu d'interdiction des spectacles, c'est un peu, moi, ça m'a fait penser à Minority Report, c'est-à-dire qu'on considère que des gens commettent des délits avant qu'ils les aient commis. Dieudonné a été condamné de manière multiple. On avait tout à fait la possibilité de faire exécuter les peines. Et je pense que ça aurait été une manière de le sanctionner de manière très très efficace. En dehors, en revanche, ce qui s'est passé là lui a conféré, à mes yeux, une position de martyr qui peut-être est contre-productive par rapport à l'effet qui avait été voulu. Alors, ça donne matière à débattre, mais moi, je vous avoue que j'ai été assez troublée par la place qu'a pris ce débat. Voilà, pour moi, je crois que la justice avait fait son rôle en le condamnant plusieurs fois. Il aurait simplement fallu faire exécuter les peines qui avaient déjà été prononcées par les tribunaux, mais quand même répétées.
Oui, la question de données, ça peut être une question symptomatique. Alors, c'est pas un gâchis de parler un tout petit peu, non? Alors, moi, je suis argentin, juif argentin, donc, voilà, de dehors, je regarde ça. Alors, je vais vous dire concrètement ce que je pense. Quand en France, une bande de loupards tue un jeune juif, dont on connaît tous les noms, Halimi s'appelait, il y a une manifestation avec le président de la République en tête. Et le président de la République dit, quand on touche un juif, on touche la France. Et que parallèlement, toutes les semaines, on tabasse des Arabes, on tabasse des Noirs, il y a des bavures dans lesquelles on tue un Noir, un Arabe. Vous comprenez quand même qu'il faudrait être aveugle ou aveuglé par ce fanatisme pour ne pas voir que c'est un message très violent pour tous les jeunes noirs et arabes de France. Parce que ça veut dire, quand on touche un juif, on touche la France. Quand on tue un black ou un arabe dans un commissariat, on s'en fout. Vous comprenez? Alors, vous comprenez ce que je vous dis? Je vous dis, là, je ne parle ni que c'est bien ni que c'est mal. Je vous donne un fait objectif. Je n'ai jamais entendu ici dire, quand on touche Mohamed, on touche la France. Jamais. En revanche, je me souviens quand tu as eu les cimetières de Carpentras. Je vous dis, moi, je suis juif, moi. Moi, quand ils sont déterrés, les juifs, les cadavres, là, j'étais furieux. Je me souviens qu'avec un groupe qu'il y avait là, on était sortis chercher des skinheads, parce que vous savez, quand même 10 ans dans la lutte armée, ça vous donne une vision de la lutte politique un peu particulière. On voulait massacrer les skinheads. Donc je vous parle absolument, je ne sais pas que je dis, je m'en fous, non, moi en tant que juif, mais je voulais massacrer les skinheads, là. Très bien. Mais Carpentras, c'était un scandale, pas seulement national, international. Vous parlez à Buenos Aires avec quelqu'un, et il se rappelle encore de ça. Mais combien de mosquées ont été attaquées? Combien de cimetières musulmans ont été attaqués? Et même pas dans la ville d'à côté, ils sont au courant. Donc ici, ça fait des années qu'on est en train de faire monter quelque chose d'horrible, qui est le fait de dire, il y a un racisme ignoble, il y a un racisme qui est bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est tout naturel. Après tout, il n'y a pas un racisme anti-blanc aussi, vous voyez. Bon. Donc, Dieudonné, il est parti de ça. Après, effectivement, quand il se met de côté du Front National, moi, en tant que psychiatre, psychanalyste, je comprends. C'est une telle jouissance de caresser les lions qui te fait peur, n'est-ce pas? Que alors, donc, voilà, c'est-à-dire, vous imaginez, le mec, il a chié de peur toute sa vie face au Front National, tout à coup, être copain avec le Front National, psychanalytiquement, psychiatriquement, c'est compréhensible. C'est-à-dire, tout à coup, on dit, voyez, je touche le lion. Donc là, il y a un effet pathologique et pourri. Parce que vous imaginez qu'est-ce qu'il pense Soral d'un négro. Vous savez qu'est-ce qu'il pense le mec du Front National, de Dieudonné? Il pense que c'est un connard de marionnettes qu'il utilise. Donc là, Dieudonné a fait un pas immense de trop. Mais la cause de ces pas-là, c'est qu'on n'a pas voulu débattre clairement et démocratiquement de cette différence entre racisme. Vous voyez? Qu'on n'a pas voulu ouvertement, avec courage en France, dire mais non, merde, qui touche un black, touche la France, qui touche un arabe, touche la France. Vous voyez? Et alors, donc, ça c'est regrettable. Bon, moi je ne suis pas naïf, je sais très bien que là-dedans, il y a quand même aussi les conflits israélo-palestiniens qui rentrent en ligne de compte, qu'il y a beaucoup de choses, effectivement. Mais ici, on est en train de créer une alliance contre nature, que je refuse absolument, qui est Occident contre Orient. Les lumières contre l'obscurité de l'Orient. On est en train de créer quelque chose qui n'existait pas. Les Arabes, ça n'existait pas, les Arabes. Vous savez, c'est-à-dire pour un raciste blanc, il voit une personne, un persan,
iranien, il croit que c'est un arabe. Il voit un kabyle, il croit que c'est un arabe. Vous voyez, les chiites, les sunnites, mais c'est quoi les arabes? Vous voyez, on est en train de créer une unité, parce qu'on a besoin de cette unité-là. Eh bien, nous, on a tout à fait à dire non, à ne pas être les fantassins d'une guerre qui n'est pas la nôtre. Nous, on n'est ni avec l'obscurantisme d'Occident, ni avec l'obscurantisme qui doit exister aussi en Orient. Nous, on est au-delà de ces fausses illusions-là. Mais je crois vraiment que le truc de Dieu donné, il faut avoir le courage de remonter, non, la vidéo avant les conneries racistes, stupides, qu'il vomit cet homme-là. C'est du vomi, effectivement. Mais il faut remonter avant. Parce qu'effectivement, je me mets dans la peau d'un jeune beurre, d'un jeune black, et qui entend tous les jours dire le moindre mot contre un juif, c'est une injure contre l'humanité. En revanche, à moi, on m'insulte tous les jours. Je dis que je m'appelle Ben Youyou, je n'ai pas un appartement ni un boulot. Vous comprenez? Donc là, il y a les débats dieudonnés faits par des gens tout à fait légitimes, comme tu dis, tu vois, des gens du gouvernement, absolument illégitimes, comme Manuel Valls. Ces débats-là est un faux débat, parce que les vrais débats, c'est les débats juste avant, quand ce qu'il disait Dieudonné, c'était ça. Il dit, et quand on touche Mohamed, donc tout le monde s'en branle, ben oui, en France, c'est comme ça. Et ne parlons pas des Roms, hein, parce que les Roms, ils sont carrément en dehors de l'humanité, c'est l'autre, non? Pour finir, bref, est-ce que vous auriez une définition de l'identité nationale, justement? C'est une vaste question, moi je crois. Enfin, oui, ce que je crois, peut-être aborder un petit peu cette question-là, parce que Dieu sait qu'elle est aussi souvent dans les propos des uns ou des autres. Ce qui est intéressant, c'est la mythologie qui a été créée autour de l'idée de l'identité nationale, notamment à l'époque du débat. Dans ce qu'on entendait de la part des politiques, on avait le sentiment qu'on avait eu pendant des siècles une France qui était harmonieuse, qui était bercée par le blanc manteau de l'Église, et des Français qui parlaient tous la même langue, qui vivaient main dans la main, avant l'arrivée des musulmans, notamment des Arabes en particulier, même si j'ai les mêmes réserves par rapport au nom arabe, évidemment. Donc on était vraiment dans la mythologie. Dans la mythologie, on a fabriqué de manière totalement artificielle l'idée qu'il y avait une France d'avant l'immigration post-coloniale. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est voilà, un pays qui s'interroge sur son identité. C'est un pays qui ne va pas de l'avant, qui est tourné vers un passé, qui se demandait qui il était, où il allait, etc. Mais en opposition avec une de ses composantes, parce que les gens qui étaient interpellés, qui étaient montrés du doigt, sont majoritairement des Français, voilà, qui remettant en question son identité, qui était quelque part subvertie par des personnes qui n'étaient pas considérées comme des Français légitimes. Et c'est vrai que cette idée... Enfin, il y a plein de choses, ça évoque plein de choses. Par exemple, le nombre de fois où des personnes d'origine étrangère vont être systématiquement désignées comme étant d'origine étrangère, et notamment, ça c'est quelque chose qu'on voit, c'est une pratique journalistique qui est un peu déclinée, mais qui est encore très très courante, où dès lors qu'il y a un fait divers, la personne va soudainement devenir un Français d'origine algérienne, voire guadeloupéenne, alors que la Guadeloupe, à ce jour, est encore en France. Donc voilà, évidemment, il n'y a jamais des délinquants d'origine bourguignonne ou bretonne, enfin voilà, c'est quand même assez rare. Donc Corse, c'est encore un autre débat dans lequel je vais pas me lancer. Mais voilà, on voit bien ce qu'on veut dire quand on dit que quelqu'un est d'origine guadeloupéenne, c'est une manière quand même de dire généralement qu'il est noir, mais on ne veut pas le dire parce qu'on n'est pas raciste. Donc on le dit autrement. Et cette question-là de l'identité nationale, de finalement, qui a été un débat en fait permanent par rapport au caractère soluble ou non de l'islam dans la République, et qui est un débat qui fait encore rage aujourd'hui, hein, où effectivement on se bat contre la visibilité des musulmans. Et tout à l'heure, tu parlais des agressions. Moi je me souviens de ce qui s'était passé autour de l'affaire du RERD il y a 10 ans. J'étais très frappée quand l'été dernier, des jeunes femmes voilées, une série de jeunes femmes voilées ont été agressées dans la rue, dont une jeune femme à Argenteuil a perdu son bébé après une agression. Il n'y a eu aucune réaction politique, aucune réaction, y compris la ministre des Droits des Femmes
alors qu'il s'agissait de manifestement d'agressions sexistes également. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a refusé de recevoir les familles. Il leur a dit, je peux vous rencontrer dans une mosquée. Donc on est dans un pays qui tout le temps, c'est assez drôle, nous explique qu'on est dans un pays laïque, et que la République, séparation de l'État, des religions, etc. Le ministre de l'Intérieur voulait les rencontrer, non pas au ministère de l'Intérieur, mais dans une mosquée, pour sa com, son mythe. Donc voilà, et ces affaires-là d'agression qui ont vraiment été dramatiques, cette jeune femme a quand même perdu l'enfant qu'elle portait, n'ont eu aucune portée. La plupart des gens ne sont pas au courant, ça a été très peu couvert. Moi j'ai pu le suivre sur les réseaux sociaux de manière paradoxale grâce aux médias musulmans et aux médias de proximité. Donc c'est assez frappant de voir finalement que ce qui fait danger, en tout cas ce qui est perçu comme un danger pour l'identité nationale, c'est la visibilité de certains groupes. Donc la manière dont il est difficile, par exemple, et vraiment il y a une focalisation extrême sur les musulmans qui est vraiment très très lisible. Donc la difficulté qui peut opérer pour construire une mosquée, le fait que le débat, ça fait 25 ans qu'on débat du foulard, faut-il le porter ou pas, etc. Mais dans des proportions qui sont, on a l'impression que toutes les femmes musulmanes de France sont voilées, alors qu'en réalité, c'est quand même un phénomène extrêmement minoritaire, voilà, finalement, qu'est-ce que ça peut bien nous faire quand on voit comment c'est géré de l'autre côté de la Manche, où on peut aller dans une boutique et être servi par une femme voilée, voilà, elle est voilée, elle travaille à Zara, c'est pas du tout un débat national, et même aux États-Unis où les musulmans doivent être 3 ou 6% de la population, on ne sait pas trop, c'est vraiment quelque chose de ridicule en termes de proportion. Le débat ne se porte pas en tout cas sur la visibilité. Donc je crois qu'aujourd'hui on est dans une forme de repli identitaire où on essaie on vend une identité nationale totalement fabriquée, où on a des films comme Le Petit Nicolas ou les choristes qui ont des grands succès, je critique pas du tout la qualité cinématographique de ces films, mais qui montrent quand même une forme de nostalgie pour une France où voilà, maman était à la maison, papa allait travailler, le petit garçon avait la raie sur le côté, ils s'appelaient tous Nicolas. Donc voilà, quelque chose de très peu dangereux. Et le cinéma, paradoxalement, ne montre absolument pas la France telle qu'elle est. Si on parle d'identité nationale, moi je me rends très régulièrement au cinéma. Je ne sais pas dans quel monde, dans quel Paris vivent les réalisateurs, mais on ne voit rien. En tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont absolument aucune visibilité, même dans la fiction, dans la narration qu'on produit de nous-mêmes. Et ça, pour moi, c'est important, c'est qu'on, quelque part, la France telle qu'elle se vit, telle qu'elle se décrit, elle se vit comme un pays blanc, comme un pays parisien, est très très différente de ce qu'elle est réellement pour toutes les personnes qui sont francophiles et qui vivent à l'extérieur de la France. Souvent il est très surprenant de venir en France et de constater que la France n'a rien à voir avec celle qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma, et c'est très étonnant parce que c'est pas du tout le cas des fictions britanniques ou des fictions américaines. Je sais pas si vous avez c'est un exemple que je prends, mais moi ça m'avait frappé une fiction qui est passée sur Canal+ récemment qui s'appelle Le Tunnel, qui est une fiction franco-britannique qui se passe des deux côtés de la Manche, donc à Calais et à Douvres. Il y avait deux, donc c'est des policiers qui enquêtent sur une affaire qui concerne les deux territoires. Et en fait, c'était assez drôle parce que le policier britannique avait une famille tout à fait multicolore, donc avec une femme très mate, ou je crois qu'elle était noire ou très claire en tout cas de peau, et avec des enfants du coup métissés. Et en France, tout le monde était blanc. C'était hallucinant parce que même son second du policier britannique était noir, et en France, tous les policiers étaient blancs. Alors c'était incroyable. Moi, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, mais c'est deux pays qui ne se regardent pas de la même manière, et pourtant qui ont la même histoire coloniale et le même type d'immigration post-coloniale. Des questions. Bien, je ne sais pas si on a le temps de toute dernière question. Je voudrais dire simplement qu'il y a des racines bien profondes en France, puisque au nom de la France nationale, on a interdit la langue bretonne, la langue basque, etc., qu'on a colonisé déjà avant de coloniser l'Afrique noire, etc. On a colonisé la Bretagne, le Pays basque, la Corse, etc., etc. Ces racines sont extrêmement anciennes. Alors moi, dans identité nationale, j'entends nationalisme, c'est-à-dire vous êtes français, si vous acceptez d'aller vous faire tuer comme en 14-18, pour des conneries qu'on connaît, alors si c'est ça
la France nationale, être français, hein, c'est donner son sang pour la patrie, hein, abreuver les silos. Eh bien, sur ces belles paroles, on va conclure. Donc, on a vu à quel point la diversité de la culture française nous propose une identité dans le futur riche de diversité. Je crois que ça, c'est ce qu'on peut retenir. Je vous remercie beaucoup de votre participation.